Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à mon cours d'histoire militaire qui, cette semaine, portera sur la guerre du Vietnam. Ici Carl Pepin, historien. Je vous souhaite encore évidemment la bienvenue sur mon canal YouTube. Alors voilà, j'en suis déjà à mon quatrième cours d'histoire militaire et comme je vous le mentionnais cette semaine, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui, je pense, dans le cadre du 40e anniversaire de la fin des hostilités, à savoir la guerre du Vietnam, est passé somme toute inaperçu. Du moins, c'est mon impression de mon point de vue canadien. Naturellement, aux États-Unis, et même au Vietnam, et ça va de soi, ce sont deux pays et deux sociétés qui ont vécu la guerre de près, mais chez nous, au Canada, c'est un peu plus loin, mais quand même, nous avons également été impliqués là-dedans. Et ce que j'aimerais faire avec vous, donc, au cours de la prochaine heure, c'est de traiter des tenants et des aboutissants de ce que fut la guerre du Vietnam. Par quoi je pourrais commencer, en fait, et j'aurai peut-être l'occasion de l'élaborer au cours d'une prochaine capsule. La guerre du Vietnam, c'est une guerre qui, je pense, comme bien des guerres, fut emblématique et qui, pendant, disons-le, une vingtaine d'années, va déchirer carrément la péninsule sud-est asiatique. Officiellement, la guerre du Vietnam fut une continuation, et vous le saurez peut-être, de la guerre d'Indochine qui avait grosso modo duré à peu près de 1945 jusqu'à 1955. Et en effet, notons qu'à la conférence de Genève, en 1954, eh bien, cette conférence-là avait mis un terme à la guerre d'Indochine, qui était l'ancien nom du Vietnam, une ancienne colonie française, où les dignitaires, les diplomates s'étaient entendus à Genève pour accorder la pleine indépendance au Laos et au Cambodge, tout en faisant du Vietnam, comment je peux vous dire ça, un État temporairement séparé par une zone démilitarisée à la hauteur de ce qui est devenu le 17e parallèle. Et dans la partie nord du pays, à savoir la partie qu'on appelait la République démocratique du Vietnam, ou la RDV, eh bien, fut établie sous la ferme direction d'un communiste habitué aux longues luttes qui était Ho Chi Minh. Donc, Ho Chi Minh devenait le dirigeant du Nord-Vietnam. Et au sud, l'État du Vietnam de l'ancien empereur Bao Dai, eh bien, constituait la principale autorité. Alors, dans ce contexte, eh bien, les accords de Genève spécifièrent que les élections libres seraient tenues en 1956 dans le but de réunifier le pays, mais vous l'aurez compris, la réalité était tout autre. Disons que 2 ans après la signature des accords, eh bien, le 17e parallèle était devenu de facto la nouvelle frontière politique des deux Vietnams. Et c'était une frontière territoriale, bien sûr, qui était partie inhérente des accords de Genève. On se rappelle également que l'empereur Bao Dai avait alors nommé un dénommé Ngo Dinh Diem qui était chargé d'assurer le poste de premier ministre, donc au Sud-Vietnam, notamment parce que l'empereur Bao avait cru que Diem, un catholique, qui avait été en exil pendant presque toute la période de guerre d'Indochine, aurait ou bénéficiait, si vous préférez, de l'appui du gouvernement des États-Unis. Et dès lors, en fait, dès le moment où vous aviez un Nord-Vietnam communiste et un Sud-Vietnam capitaliste, eh bien, un peu comme à l'image des guerres de Corée, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir là-dessus également, eh bien, ça prenait pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Donc, les armes allaient parler à nouveau. Et c'est ce qui m'amène à vous parler justement des conséquences immédiates de cette poudrière-là indochinoise que je pourrais situer essentiellement au lendemain immédiat de la conférence de Genève, mais avant que ne débute la guerre du Vietnam. Et je me trouve précisément entre 1955 et 1961. Rappelons que dans cette lutte pour l'affirmation de l'autorité au Sud-Vietnam, eh bien, les États-Unis avaient donné leur appui au premier ministre catholique Diem, dans un premier temps de façon prudente, puis je vous dirais sans réserve par la suite, ou pour la suite des choses. Et bien que les catholiques au Vietnam ne représentaient à l'époque, au milieu des années 50, qu'à peine 15% de la population d'alors, eh bien, la base électorale du premier ministre Diem s'était renforcée suite à l'exil du Nord de quelques 800 000 catholiques au lendemain, justement, des accords de Genève. Et par ailleurs, le premier ministre Diem fut, je crois, un brillant tacticien politique qui avait su imposer rapidement son autorité sur les puissantes sectes religieuses et sur le non moins puissant gang criminel que l'on aimait alors le Binh Xuyen, si je le prononce bien. Et
à la suite d'une lutte interne assez ardue avec l'empereur Bao, donc le premier ministre Diem mis en scène une sorte de plébiscite qu'il avait gagné naturellement. Et ainsi, rappelons que le 26 octobre 1955, eh bien, Diem proclame la naissance de la République Sud-Vietnam, ou la République du Vietnam si vous préférez, avec lui-même comme premier président. Et Diem va finaliser l'évacuation des dernières forces françaises, toujours aux alentours de 1955, et il avait permis aux États-Unis d'y envoyer ce qu'on appellera par la suite des conseillers militaires dans le but de parfaire l'entraînement de son appareil militaire qui était alors l'armée de la République du Vietnam, qu'on appelle dans le jargon l'ARVN. Et dans les faits, l'ARVN serait calculée sur celle des États-Unis. Et qui plus est, Washington avait fourni une importante assistance économique au gouvernement de Diem, la plus grande partie de cette aide allant, vous l'aurez compris, aux dépenses militaires. Et cette sorte d'assistance permit aussi au président Diem de se libérer de certaines contraintes financières, mais elle eut l'effet pervers de ne pas l'inciter à apporter des réformes nécessaires à la modernisation de la société sud-vietnamienne. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Bien, étant donné que le Sud-Vietnam avait émis des réserves, comme nous l'avons indiqué, les États-Unis insistèrent afin que leur armée, l'armée sud-vietnamienne, soit une copie conforme de l'institution militaire américaine. Et en face de la République sud-vietnamienne, eh bien, les communistes n'avaient nullement l'intention d'engager l'ARVN selon ses propres règles, préférant plutôt livrer une guerre du type insurrectionnel. Et comme s'était passé, lorsqu'arriva la date de 1956, eh bien, Diem avait refusé, rappelez-vous des accords de Genève, Diem avait refusé de tenir les élections libres qui étaient prévues selon les accords. Diem avait pris cette décision fort de l'appui indéfectible de l'administration du président Eisenhower, et cette tournure-là des événements secoua fortement les dirigeants communistes au Nord, à commencer par leur principal leader, Ho Chi Minh. Et les dirigeants nord-communistes, naturellement furieux de l'annulation de ces élections, les communistes aussi au Nord étaient, je pense, convaincus de leur chance de l'emporter parce que ils avaient davantage de personnes qui habitaient le nord du Vietnam, justement. Et non sans surprise, bien, étant donné qu'on arrivait dans une sorte de cul-de-sac politique, d'une certaine manière, parce que Ho Chi Minh au nord et Diem au sud refusaient, dans le fond, si on veut, une espèce de partage des pouvoirs, eh bien, les combats reprennent à nouveau et la guerre du Vietnam va débuter, si on veut, d'une certaine manière, à la fin des années 50, lorsque le président sud-vietnamien Diem s'en prit dans un premier temps au cadre politique du Viet Minh, dont l'existence au Sud-Vietnam fut autorisée conformément aux accords de Genève afin de contribuer à la préparation des élections prévues, mais avortées courant 1956. Et ces individus-là, les gens du Viet Minh, donc qui était l'appareil communiste politique au Sud-Vietnam, bien, ils représentaient entre 6 et 7 000 personnes à l'époque. C'était pas beaucoup de gens, mais ils étaient assez bien organisés et influents pour prendre l'initiative d'entamer ce que l'on pourrait appeler une insurrection. Les dirigeants du Viet Minh furent surnommés plus tard le Viet Cong par le gouvernement sud-vietnamien de Saigon. En fait, le Viet Cong, rappelons-le, qui est une sorte de terme péjoratif signifiant tout simplement communiste vietnamien. Et après quelques débats, bien, la République démocratique du Vietnam décida d'appuyer l'insurrection du Sud. Si bien qu'au mois de mai de 1959, le ministre de la Défense de la République démocratique du Vietnam, donc qui est la République au nord communiste, qui s'appelait Vo Nguyen Giap, eh bien, Giap va ordonner la création de ce qu'on appelle le 559e groupe de transport, qui était chargé du transport d'hommes et de matériel au Sud-Vietnam, la plupart à travers le Laos neutre, le long d'une voie connue sous le nom de la piste de Ho Chi Minh, qui deviendra célèbre par la suite. Et en conséquence, bien, la première vague d'infiltrés venant du Nord consista en des gens qui étaient nés au Sud, imaginez-vous, dont plusieurs cadres du Viet Minh qui vont finir par s'installer au Nord, je vous dirais, à partir de 1954.
Et dans les mois qui suivirent le début de l'insurrection, donc l'insurrection du Viet Cong au Sud-Vietnam, eh bien, précisément en décembre de 1960, il va y avoir ce qu'on appelle un Front national pour la libération du Sud-Vietnam, qui va voir le jour, qu'on pourrait appeler le FNL. Et étant en principe une organisation indépendante, eh bien, le FNL fut, dans les faits, entièrement sous les ordres de Hanoï, donc sous les ordres du gouvernement nord-vietnamien. Et son programme politique, en fait, demandait, je pourrais vous résumer les points, demandait le remplacement du gouvernement de Saigon, son remplacement de facto par une large coalition démocratique et, au final, vous l'aurez compris, la réunification des deux Vietnams. D'autre part, l'influence du Viet Cong va prendre aussi de l'ampleur en prenant soin de s'assurer des appuis d'une localité à l'autre. Alors, ce n'est pas nécessairement une campagne nationale qui va être drivée, mais davantage dans l'espoir de gagner des appuis politiques et peut-être les cœurs en signant chacune des localités du Sud-Vietnam. Et cette sorte d'étalement d'influence fut, je vous dirais, possible en raison de la faiblesse du gouvernement de Diem au sud, qui était constitué d'un cabinet miné par la corruption et l'absence quasi totale de leadership. Et par surcroît, eh bien, les insurgés, qui étaient les insurgés communistes au Sud-Vietnam, eh bien, n'ont pas hésité à employer la terreur pour arriver à leur fin, profitant ainsi de l'incapacité et peut-être de l'ignorance également flagrante du gouvernement de Diem à sous-peser la nature de la menace. Et enhardis, si on veut, par leur première victoire, eh bien, les communistes vont redoubler d'efforts en assassinant, imaginez-vous, de nombreux membres locaux du gouvernement de Diem et en attaquant des unités régulières de l'armée de la République du Vietnam du Sud. Et les insurgés communistes vont également tendre une série d'embuscades contre les convois des unités de la RVN qui vont réussir à vaincre. Et cette situation dégénérative va grandement inquiéter, rappelez-vous, les fameux conseillers militaires américains sur le terrain, d'autant plus que ce qui inquiétait beaucoup les Américains à la fin de 1959 et au tournant de 1960-61, c'était pas tant les petites défaites locales de l'armée sud-vietnamienne contre des groupuscules communistes, mais davantage le fait que le gouvernement du président Diem au Sud-Vietnam ne semblait pas s'alarmer outre mesure de cette situation-là, qui pourtant, aux yeux de n'importe quel observateur, était somme toute alarmante. Alors, c'est ce qui m'amène justement cette situation-là un peu ambivalente, un peu chaotique au début des années 60, ça m'amène à vous parler un peu de la réaction de l'administration du gouvernement des États-Unis. En fait, là, je me situe aux alentours entre 1961 et 1964. Et rappelez-vous, la guerre officielle au Vietnam avec l'intervention américaine débute en 65. Alors, on est toujours un peu dans le préambule. Mais toujours est-il qu'en 1961, John Fitzgerald Kennedy devient le président des États-Unis. Et l'arrivée d'une administration démocrate à Washington, je vous dirais, va changer la dynamique dans cette guerre-là du Vietnam au tournant incertain. En effet, pendant la majorité de sa brève présidence, eh bien, la question vietnamienne fut d'importance secondaire pour Kennedy, malgré que le président avait poursuivi la politique de son prédécesseur Eisenhower, qui était, rappelez-vous, d'accompagner le gouvernement sud-vietnamien malgré ses torts et ses travers. Et au mois de mai de 1961, eh bien, Kennedy dépêcha son vice-président, qui était le vice-président Lyndon Johnson, dans la capitale sud-vietnamienne de Saigon. Et Johnson avait reçu comme instruction d'appuyer publiquement le président sud-vietnamien Diem, mais en privé, Johnson avait dit à Kennedy que Diem était carrément coupé de son peuple et de la réalité, et que Diem était entouré d'une série de collaborateurs qui étaient, somme toute, qui étaient tous en fait des criminels, qui étaient loin d'être des saints. Et toujours dans son rapport avec de la situation, on est toujours au printemps de 1961, rappelez-vous, eh bien, le président Johnson avait conclu que les États-Unis devraient prendre des actions énergiques afin de sauver le Vietnam du communisme, tout le Vietnam, autant le sud que le nord. Et Kennedy avait réagi en dépêchant deux missions distinctes chargées d'établir un état plus complet de la situation.
La première de ces missions-là avait suggéré à Kennedy d'intensifier les réformes socio-économiques et de concentrer les actions des conseillers militaires dans le but de renforcer les milices locales, celles qui étaient pro-gouvernementales. Et la seconde mission, dépêchant 61, avait perçu essentiellement la situation en termes militaires, ce qui signifiait que les États-Unis devraient intensifier leur présence active dans leur pays. Ce que d'aucuns seraient tentés de croire que cette seconde mission-là américaine au printemps-été 61 était en quelque sorte la continuité, rappelez-vous, de la politique d'Eisenhower quelques années plus tôt. Mais à cet égard-là, la seconde mission disait qu'il ne faudra envoyer que des spécialistes, par exemple des pilotes d'hélicoptères et des conseillers militaires spéciaux, même si l'un des patrons de cette mission-là, qui était le général Maxwell Taylor, qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale bien connu, Taylor souhaitait que le déploiement de plus amples forces terrestres soit mis en vigueur afin, évidemment, d'endiguer le flot communiste. Parce qu'évidemment, Taylor, comme bien des responsables américains, ne croyait pas aux capacités militaires de l'armée sud-vietnamienne. Et étonnamment, bien, le président Diem du Sud-Vietnam refusa la proposition américaine, croyant qu'un accroissement de l'aide occidentale ne ferait qu'alimenter la propagande communiste. Avait-il raison? Avait-il tort? Je vous laisse en juger. Mais toujours est-il que sur ce dernier point, eh bien, le dirigeant sud-vietnamien, je pense, et je vais peut-être influencer votre réponse, mais je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort, malgré que c'était quelqu'un qui était un allié plus ou moins fiable des États-Unis. Donc, plus de présence militaire américaine aurait comme corollaire direct un accroissement de l'influence propagandiste et militaire du Nord-Vietnam. Mais quoi qu'il en soit, de son côté, le président Kennedy avait accepté néanmoins les recommandations des missions que je viens de vous évoquer, ce qui eut pour premier impact qu'il fut davantage sensibilisé comme président au dossier vietnamien, je vous dirais surtout vers la fin de 1961. Et en fait, Washington fut depuis longtemps engagé dans le combat de résistance à l'expansion du communisme, rappelez-vous, de par le monde et les craintes de perdre toute l'Asie du Sud-Est si le Vietnam venait à tomber. Alors, dans l'esprit de Kennedy et peut-être aussi dans l'esprit d'Eisenhower, l'expansion du communisme à l'époque était quelque chose de bien réel. Ce n'était pas seulement un objet de paranoïa. Autrement dit, tout ça pour vous dire que Washington chercha à contrer la vicieuse théorie de l'effet domino. Et après tout, bien, c'est le prestige international des États-Unis qui fut en jeu et le Vietnam, je vous dirais, avait été perçu comme un banc d'essai. Et par ailleurs, des considérations domestiques américaines ont également eu une influence notable. En effet, eh bien, à peine arrivé à la présidence, Kennedy a souffert d'une série de revers importants en politique étrangère. Rappelez-vous que l'année de 1961, c'est bien beau, Kennedy pense qu'il est capable de ressaisir, de reprendre le contrôle de la situation au Vietnam, mais en même temps, les forces qu'il avait commanditées pour attaquer dans la baie des Cochons à Cuba, dans le contexte de crise des missiles avec les Soviétiques, avaient été un désastre, un échec total. Si bien qu'il fallut à Kennedy, je pense, faire preuve d'une plus grande détermination à l'avenir. Et là, c'est là que justement le dossier vietnamien embarque. Ce qui demeure moins certain, par contre, c'est que, dans une certaine mesure, c'est l'évaluation faite quant à la possibilité d'escalade du conflit, surtout du côté communiste. C'était un peu, je vous dirais, la donne qui était plus difficile à mesurer, si on veut, avec un certain niveau de précision. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en 1961, dans la seconde moitié de 61, et le gouvernement de Saigon, donc qui est le gouvernement sud-vietnamien, capitaliste, le gouvernement de Saigon avait déjà perdu le contrôle de larges territoires dans ce que je vous dirais comme étant la partie rurale du Sud-Vietnam. Et pendant ce temps, son président, Diem, sembla toujours incapable de faire une juste évaluation du danger insurrectionnel, si bien que même les Américains semblaient en faire une meilleure que lui. Probablement parce qu'il était, le président Diem, aveuglé par la répression continuelle que son gouvernement exerça. Je pense que l'évaluation de Diem, et vous l'aurez compris, avait été quelque peu simpliste, dans la mesure où Diem crut que l'insurrection n'était que la conséquence
d'une petite subversion communiste qui pourrait être matée par une répression militaire et politique implacable. Ce qu'on pourrait appeler une répression de routine, si on veut. Et cette attitude-là, cette manière-là de Diem de voir les choses, je pense, l'a renforcé également dans son idée que que les réformes sociales et politiques désirées par une large frange de la population devraient attendre le temps que les questions liées à la sécurité soient réglées. Autrement dit, il y avait plus de ressources qui étaient consacrées aux dossiers militaires que de voir au développement social et économique du peuple vietnamien. En clair, Diem n'a pas compris, je pense, que cette insurrection, devenue une véritable guerre, était à la base un problème d'ordre politique. Et après une tentative ratée de coup d'État contre son régime en novembre 1960, eh bien, Diem avait aussi, si je me rappelle bien, exigé de ses subordonnés qu'ils fassent preuve envers lui d'une loyauté sans faille, tout en déléguant davantage de pouvoir à son ambitieux frère nommé Ngo Dinh Nu, qui dirigeait alors la police secrète. Et cette tendance à la répression ne fit qu'accroître après que son palais présidentiel à Diem fut la cible d'une attaque aérienne de par le Nord communiste. Et là, nous sommes au mois de février de 1962. Donc, voilà un peu pour la situation du côté vietnamien. Je reviens brièvement du côté des Américains. On est toujours au tournant de 1961-62. Disons que quant aux Américains, fin 61, leur présence au sud Vietnam se limita à un effectif d'à peu près 3000 hommes sur le terrain, en plus du déploiement de quelques unités d'hélicoptères et d'une aide financière destinée à accroître la qualité de l'armée sud-vietnamienne. Alors, depuis tout à l'heure, vous vous demandez, je vous parle de la présence militaire américaine. En quoi ça se résume concrètement? Eh bien, quelques unités militaires spécialisées et à peine 3000 hommes sur le terrain au tournant de 1961-62. En février de l'année suivante, février 1962, il va y avoir la constitution de ce que je pourrais vous appeler en français le groupe américain d'assistance militaire et de consultation, ou si vous préférez en anglais, qui était le US Military Assistance and Advisory Group, qu'on appelait le MAG, M-A-A-G, le MAG. Donc, le MAG va être déployé à Saigon et il va céder la place, le MAG, une fois dépêché à Saigon, va changer de nom et devenir un petit peu plus tard ce qu'on appelle plus clairement le Military Assistance Command Vietnam, ou qu'on appelle dans le jargon de l'époque le MAC-V. Et le MAC-V était dirigé par un général qui s'appelait Paul Harkins. Donc, c'est le MAC-V au tournant de 1962 à peu près qui est chargé de voir à la défense des intérêts américains dans la région et plus précisément au renforcement de l'armée sud-vietnamienne. Autre signe d'un renforcement de la présence américaine, outre le MAC-V, ou outre la présence d'équipages hélicoptères, en fait, ces dernières-là vont prendre de plus en plus d'initiatives à partir d'octobre 1962, comme, imaginez-vous, celle de tirer à vue sur n'importe quel groupe de présumés insurgés communistes, et même que moins d'un an plus tard, entre 1962 et l'été de 1963, il y a certains groupes américains qui sont en principe toujours des conseillers spéciaux qui n'hésiteront pas non seulement à délibérément ouvrir le feu sur des unités insurgées communistes, mais en certaines occasions aussi à conduire des raids offensifs sur les positions ennemies. Et rappelez-vous qu'officiellement, les Américains ne sont toujours pas militairement engagés au Vietnam. Mais dans les faits, je vous dirais que dès le tournant 62-63, là, même s'ils ont seulement 3000 hommes sur le terrain, les Américains sont quand même déjà bien engagés. Ils préparent le terrain à plus de renforts côté États-Unis. Or, toujours durant le courant de 1962, eh bien, le Viet Cong va parallèlement développer ses propres techniques afin de contrer les hélicoptères américains tout en amassant d'équipements pour poursuivre ses opérations insurrectionnelles. Et encore une fois, bien, le vent se mit à tourner au Vietnam et cette fois à la faveur des communistes,
malgré que l'infusion grandissante de troupes américaines va priver le Viet Cong d'une victoire militaire convaincante en 1962. Et là encore, bien, la source des déboires au Sud-Vietnam réside en la personne du président Diem. Ça change pas. Qui, je pense, pratique ou pratiqua une politique visant à diviser pour régner, ce qui eut pour conséquence, je crois, de fragiliser son autorité sous prétexte de sécuriser ses assises politico-militaires de portée immédiate. Autrement dit, le président Diem, peut-être moins au début, mais surtout au courant de 1962-63, avait une pensée politico-militaire à court terme. Et ça ne l'aidait pas vraiment, je vous dirais. Et Diem avait aussi l'habitude de congédier ses commandants militaires qu'il qualifiait de trop prudents, puis de récompenser ceux qui étaient plus agressifs, mais qui subissaient des pertes bien plus lourdes au combat. Et pendant ce temps, bien, notons parallèlement que l'opposition bouddhiste, vous l'avez bien compris, l'opposition bouddhiste prit de l'ampleur en dépit de la répression de la police du frère de Diem, qui était nous. Et cette fois, contrairement à ce que le vice-président Johnson avait dit lors de son passage à Saigon, rappelez-vous, que je vous ai mentionné précédemment, eh bien, le président Kennedy va déclarer publiquement qu'il allait couper les vivres à la police secrète sud-vietnamienne. Malgré que Kennedy va toujours dire publiquement qu'un vent de réforme était toujours nécessaire au Sud-Vietnam, notamment un vent de réforme sociale, économique et démocratique. Maintenant, je vous transporte l'année suivante, en 1963. Je me situe précisément le 1er novembre 1963. Après avoir obtenu des États-Unis, après avoir obtenu l'appui des États-Unis, eh bien, il va y avoir des généraux sud-vietnamiens qui vont entrer en rébellion ouverte contre le gouvernement de Diem. Alors, l'année 1963, elle est charnière dans le développement politique du Vietnam. En fait, le président Diem et son frère Nou, rappelez-vous, qui commandait la police secrète, tous deux furent assassinés et une junte militaire dirigée par le général sud-vietnamien Duong Van Minh va prendre les rênes du gouvernement. Et quelques jours plus tard, toujours en novembre 1963, eh bien, le président Kennedy, comme vous le savez, va connaître le même sort et il va être remplacé par son vice-président Lyndon Johnson. Et par conséquent, eh bien, la fin de 1963 fut un tournant majeur dans l'escalade du conflit du Vietnam. Et c'est ainsi que l'année 1964 fut marquée par une série de crises, d'agitation et de contre-coups qui vont affaiblir davantage un gouvernement sud-vietnamien qui avait déjà un genou à terre, je vous dirais. Et en dehors de l'agitation en milieu rural et des tensions à Saigon, eh bien, notez également que d'autres villes du Sud-Vietnam vont commencer à montrer d'inquiétants signes de rébellion, sans oublier la turbulence bouddhiste que je vous rappelais tout à l'heure et la précarité de l'économie. Et finalement, bien, en 1967, je me transporte un peu plus loin. Notons que le général sud-vietnamien, en fait, Nguyen Van Thieu, va devenir le président à la suite d'élections nationales. Et c'était un général qui, je vous dirais, était très entêté et méfiant envers les Américains, mais il put néanmoins s'accrocher au pouvoir jusqu'à la chute du Sud-Vietnam au printemps de 1975. Mais bref, n'allons pas trop vite, revenons un peu en arrière. Nous sommes toujours en 1964. Donc, Diem, son frère Nu, tous deux qui contrôlaient le Sud-Vietnam, sont morts assassinés. Du côté des États-Unis, John Kennedy a connu le même sort, rappelez-vous. Donc, au début de 1964, l'armée sud-vietnamienne monte en puissance et commence quand même à développer certaines habiletés, mais elle n'a jamais, je vous dirais, connu ou atteint le même niveau de combativité que celle du Viet Cong. Mais rappelons que le 2 août de 1964, eh bien, peu de temps après le remplacement du général Harkins, qui dirigeait le MACV, justement, le général Harkins va être remplacé à la tête du MACV par un autre général, un vétéran très célèbre de la Seconde Guerre mondiale aussi, qui était le général William Westmoreland. Donc, qui va prendre la tête du MACV. Westmoreland arrive au Vietnam aussi avec une série de navires lance-torpilles
et un peu plus de renforts militaires et un peu plus d'avions. Mais toujours en parlant des navires lance-torpilles, lorsque Westmoreland arrive dans la péninsule vietnamienne, les forces navales nord-vietnamiennes vont attaquer un contre-torpilleur américain qu'on appelait le Maddox dans le golfe du Tonkin. Et cette seule action-là de la marine nord-vietnamienne en août 1964 contre un navire américain chargé de récolter des renseignements fut, je crois, une réponse militaire à une série de raids de commandos sud-vietnamiens que dirigeait justement le McVie de Westmoreland. Et en conséquence, eh bien, le président américain Johnson ordonna à l'aviation américaine de bombarder des bases navales et des dépôts d'essence au Nord-Vietnam. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez ici, mesdames et messieurs, c'est encore une fois cette escalation accrue, grandissante du conflit au Vietnam qui commençait déjà depuis quelques années. Ça m'amène justement à vous parler cette fois-ci de l'épisode au tournant de 1964-65, qu'on pourrait, si on veut, appeler la fin des tergiversations américaines et surtout le début d'une nouvelle dynamique à la guerre. Vous savez, l'affaire du navire Maddox au mois d'août 1964 avait littéralement scandalisé le Congrès américain, notamment le Sénat, qui avait voté presque à l'unanimité ce qu'on a appelé alors la résolution du golfe du Tonkin. Qu'est-ce que cette résolution-là disait? Eh bien, elle autorisait le président Johnson à utiliser toute la force jugée nécessaire afin de protéger les intérêts américains en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est pas le Congrès directement, mais une partie du Congrès, le Sénat, en fait, des États-Unis, qui est responsable de politique étrangère et d'affaires militaires, qui décide ça. Donc, le président Johnson a carte blanche à ce niveau-là. En clair, quand je dis carte blanche, on pourrait dire un chèque en blanc aussi, évidemment, dans la conduite des affaires vietnamiennes. Et en face de Johnson, eh bien, vous avez Hanoï, le gouvernement communiste nord-vietnamien, qui va également sentir la tension monter et surtout l'impossibilité d'enrayer cette escalade. Alors, à la fin de 1964, eh bien, les dirigeants communistes prirent 3 décisions majeures. Et ça, retenez-le bien, mesdames et messieurs. Fin 1964, les communistes prennent les 3 décisions suivantes. D'abord, ils décident d'améliorer les équipements militaires des troupes du Viet Cong, ce qui n'est pas peu dire. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends la standardisation de leur matériel avec celui utilisé alors par la majorité des puissances communistes de l'époque et de par le monde. Ça peut être par exemple la dotation aux troupes de fusils Kalachnikov, ce qui était une arme produite en grande quantité et facile à ravitailler en munitions. Et cette décision-là mit pendant un certain temps de la pression, évidemment, sur les capacités industrielles et logistiques du Nord-Vietnam, mais dites-vous qu'à terme, elle s'avéra payante, surtout si l'on considère que les forces de l'ARVN, donc, furent équipées d'armes américaines de modèles dépassés. Alors, vous voyez que le Nord communiste Vietnam commence à voir son armement s'améliorer, tandis que celui de l'armée sud-vietnamienne est en train de stagner. Le deuxième élément, donc la seconde décision émise par le gouvernement d'Hanoï, consistait à déployer des militaires nord-vietnamiens au sud, ça c'est important, dans le but d'appuyer les infiltrés qui étaient déjà en place, autrement dit les communistes vietnamiens qui étaient nés au sud. Enfin, la troisième décision prise par Hanoï fut celle d'autoriser ses officiers communistes sur le terrain à attaquer directement les forces armées des États-Unis. Et ce faisant, bien, Hanoï déplaça la logique de combat d'une guerre de libération nationale vers une lutte interétatique. Alors ça, fin 64, c'est une donne qui est intéressante en ce qui concerne notre compréhension, notre analyse de la guerre du Vietnam. Et toujours selon cette logique, eh bien, rappelez-vous que le commandant communiste Ho Chi Minh et ses généraux, bien, ils espéraient l'emporter d'ici la fin de 1965. En d'autres termes, Ho Chi Minh partit du principe voulant que les Américains n'aillent pas jusqu'à engager leurs forces terrestres dans une bataille rangée en Asie. Après tout,
On se rappelle que lors d'une déclaration datée du mois d'août 1964, le président des États-Unis, Johnson, avait affirmé qu'il n'irait pas jusqu'à bombarder le Nord-Vietnam, ni commettre des troupes sur le terrain en vue d'une guerre directement contre le Nord-Vietnam. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est une dimension intéressante du problème que cette déclaration-là américaine fin 64. Cependant, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, la réalité finit par attraper les Américains, et même les Vietnamiens, si on veut. Les Américains furent, je pense, victimes d'assauts. En fait, les troupes américaines furent victimes d'assauts menés par le Viet Cong contre l'une de leurs bases militaires, qui était la base de Pleiku. Là, je me situe le 7 février 1967, et 3 jours plus tard, contre la base de Qui Non, où, dans les deux cas, ces raids-là contre des bases américaines au Sud-Vietnam avaient tué précisément 8 soldats américains. Et ces incidents-là avaient forcé la main au président Johnson qui avait ordonné le bombardement de cibles situées au Nord-Vietnam. Là, nous sommes en février 1965. Le mois suivant, le 8 mars, il va y avoir 2 bataillons de Marines qui vont débarquer dans la région de Da Nang dans le but d'assurer la défense de la base américaine qui s'y trouve. Alors, on ne veut pas que les incidents de la base de Pleiku et de Qui Non de février, rappelez-vous, ne se reproduisent. Dans le fond, c'était avec un effet dissuasif, si on veut, que les Américains commencent à débarquer au mois de mars 1965 avec un renfort de 2 bataillons du corps des Marines. Et plus tard, ces mêmes Marines-là, eh bien, reçurent l'autorisation de mener des opérations dites de balayage en territoire ennemi. Toujours au mois de mars 1965, eh bien, la campagne américaine surnommée Rolling Thunder, donc la campagne américaine de ce nom, débuta et elle fut menée selon des niveaux variables d'intensité pendant environ 3 ans et demi. D'ailleurs, certains raids américains avaient déjà commencé l'année précédente au Laos, qui était neutre. Et cette dernière campagne, au nom de code Dub Barrel Roll, avait pour objectif de détruire, rappelez-vous, la célèbre piste Ho Chi Minh, ce qui fit du Laos l'un des pays les plus bombardés de l'histoire de la guerre aérienne. Parce que rappelez-vous encore, la piste Ho Chi Minh qui reliait une partie du Laos avec le Nord-Vietnam, eh bien, les ennemis communistes, pour ravitailler le Nord et le Sud-Vietnam, s'en servaient justement. Et les Américains ont eu tôt fait, du moins, de déployer un maximum de ressources militaires afin de la neutraliser. Et à cette époque, donc, nous sommes toujours à peu près au milieu de 1965, eh bien, l'arme aérienne sembla être une option assez séduisante. Dans l'esprit de Johnson, elle apparut comme un recours à peu de frais pour les États-Unis dans le but de forcer la main du gouvernement communiste d'Ho Chi Minh. Et cette arme aérienne-là empêcherait justement le ravitaillement des forces communistes au sud et les contraindrait à signer ce qu'il espérait être une paix négociée. Mais dans les faits, l'aviation américaine ne put remplir aucun de ses objectifs. Et dans cette guerre aérienne voulue par Johnson au Vietnam, et cela s'appliquera ultérieurement au niveau des opérations terrestres et navales, eh bien, la politique du président américain avait consisté à fournir ce qu'on pourrait appeler une réponse graduelle à la menace. Donc, c'est pas vrai que les Américains débarquent au Vietnam, comme je l'ai souvent entendu, avec armes et bagages, en trombe, en force et tout. Non, non. Vous l'avez constaté, en fait, même depuis la fin des accords de Genève en 56, fin 59, début 60, jusqu'au milieu de 65 où je me trouve actuellement, nous avons à faire une réponse progressive du gouvernement des États-Unis. Rappelons aussi que le président Johnson espérait recourir à une force suffisante, mais raisonnable, afin de gagner la guerre et toujours de garantir l'appui de son Congrès, compte tenu de l'opposition républicaine devant son ambitieux programme de réforme sociale en politique domestique. Nous sommes, comme je vous l'avais dit, dès lors, au milieu de 1965, et les communistes semblent à nouveau sur le bord de la victoire au Sud-Vietnam. Les forces de l'armée populaire vietnamienne détruisaient progressivement celles de l'armée de la République du Vietnam au rythme effarant d'un bataillon par semaine, imaginez-vous. Faisant le même constat, eh bien, le général Westmoreland va demander à Washington des renforts d'urgence qui vont lui être accordés. Le problème est que cette réalité en traduit une autre dans l'optique américaine, à savoir que tout au long de cette guerre,
Washington a, je pense, sous-estimé à son tour la détermination de Hanoï à obtenir la victoire coûte que coûte, comme les Américains ne surent pas évaluer correctement les habiletés et surtout la débrouillardise des Nord-Vietnamiens. Notamment cette débrouillardise à acheminer leurs renforts et leur ravitaillement là où ils étaient nécessaires. Et vers la fin de septembre 1965, eh bien, comment vous dire, je pense qu'il était devenu évident que les forces communistes seraient prêtes à lancer une offensive générale au Sud-Vietnam, bien avant que l'armée américaine ne soit organisée sur le terrain. Mais, comment dire, malgré tout, le général Westmoreland va décider de frapper le premier avec une attaque plus ou moins bien orchestrée. Là, nous sommes toujours fin 1965. L'intention de Westmoreland, je crois, avait été de contrer la montée en puissance des forces communistes installées, et je vous montrerai la carte, dans les montagnes centrales, qui est au centre de l'actuel Vietnam, à l'aide d'une nouvelle formation militaire qui est assez révolutionnaire à l'époque, qu'on appelait la First Cavalry Division, qui était en fait une unité levée principalement en vue d'exécuter des opérations héliportées. Ce qui était somme toute relativement nouveau dans l'histoire militaire de la guerre aéroportée. Westmoreland, avec la First Cavalry Division, disposait de 450 hélicoptères et cette division-là de cavalerie put entièrement se déplacer grâce à ce nouveau moyen de transport. Et de plus, eh bien, la First Cavalry Division sembla être la force idéale pour frapper en tout lieu les troupes de l'APV dans ce terrain difficile que constituaient justement les montagnes centrales. Alors, si on se rappelle bien, du 23 octobre au 26 novembre 1965, donc pendant un mois environ, eh bien, la First Cavalry va livrer une série de batailles sanglantes connues sous le nom de la bataille de la vallée du Ia Drang. Et d'ailleurs, il y a un film très célèbre avec Mel Gibson qui s'intitule « Nous étions soldats », « We were soldiers », qui rappelle ces batailles-là de la vallée du Ia Drang, fin 65. Bref, la First Cavalry Division va sortir vainqueur de l'affrontement en infligeant de lourdes pertes à l'armée populaire du Vietnam. Dans un rapport même de 1 contre 10. Donc, pour un soldat américain qui tombait, 10 soldats du Viet Cong trouvaient la mort. Notamment grâce à la précieuse contribution de la force aérienne, entre autres les bombardiers B-52, ayant pour la première fois, je pense, fourni un appui direct aux forces terrestres. Et bien sûr à l'artillerie conventionnelle. Aussi, bien, les espoirs de Hanoï d'obtenir la victoire décisive avant le déploiement de la force de l'armée américaine au Sud-Vietnam furent, disons, déçus. Et par contre, l'armée populaire vietnamienne, l'APV, va bien tirer, je pense, des leçons des récents affrontements de la vallée du Ia Drang et va chercher à modifier, je pense, ses tactiques pour combattre mieux les Américains dans un avenir rapproché. Donc, ça m'amène, mesdames et messieurs, là nous venons de terminer l'année de 1965. Je voudrais maintenant aborder un bloc s'échelonnant sur 3 années, qui est celui de 1966 à 1968, où on sent qu'il y a une impasse dans les opérations sur le front, surtout à partir de 1966, jusqu'au moment où ça débloque un tant soit peu à partir de l'offensive du Tet en 1968. Je vous transporte en 1966 cette fois, toujours au Vietnam, où cette année-là de 1966 se résumait en une impasse militaire doublée d'une escalade incontrôlable de la violence. Je vous dirais que le président Johnson, tout au long de l'année 1966, était littéralement hanté par la menace de l'intervention militaire passée de la Chine en Corée. J'y reviendrai d'ailleurs lorsque je donnerai mon cours sur la guerre de Corée. À l'époque, la Chine avait envoyé 400 000 hommes au plus fort de la guerre de Corée vers 1951, à peu près fin 50, début 51. Et dans le contexte du Vietnam, une quinzaine d'années plus tard, eh bien, le président Johnson avait une peur bleue d'une intervention massive de l'armée chinoise au Vietnam. Si bien que Johnson avait interdit une campagne terrestre contre le Nord-Vietnam qui, dans cette perspective-là, était devenu littéralement un sanctuaire libre de la menace d'invasion américaine. Qui plus est,
la campagne aérienne américaine se limita à des objectifs militaires précis. En clair, les États-Unis menèrent une guerre défensive sous forme de lutte d'usure. Et vers la fin de 1966, il y avait environ 400 000 soldats américains qui se trouvaient au Vietnam. Et rappelez-vous, quelques années plus tôt, avec les fameux conseillers militaires spéciaux, il y en avait à peine 300 000. C'est pour vous dire. Donc, 400 000 soldats américains se trouvent au Vietnam et ce nombre va atteindre le demi-million 2 ans plus tard, vers 1968, ce qui constitue, je pense, l'apogée de la puissance militaire américaine dans ce théâtre d'opération. Et par ailleurs, environ 60 000 soldats des forces alliées aux États-Unis et au sud Vietnam vont également participer à la guerre. La Corée, par exemple, la Corée du Sud, va y dépêcher 2 divisions d'infanterie, bien que dans les faits, elles furent carrément achetées en échange de l'aide économique américaine à Séoul. Parmi les alliés également des États-Unis se trouvaient l'Australie, la Thaïlande et les Philippines, qui vont également fournir des contingents. En tout, si je me rappelle bien, il y a eu 44 nations qui participèrent directement ou indirectement aux opérations au Vietnam du côté américain. Et je pourrais même nous inclure, nous les Canadiens, là-dedans, puisque nous avons eu, à moins que je me trompe, entre 25 et 30 000 volontaires qui ont quitté le Canada pour s'enrôler dans l'armée américaine à l'époque, car le Canada n'était officiellement pas en guerre contre le Vietnam. Cela dit, eh bien, l'escalade du conflit démontra également une mésentente entre le président Johnson et le général Westmoreland quant à la stratégie à adopter. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je m'explique. Comment je peux vous dire ça? Le général Westmoreland n'était pas du tout intéressé à livrer une guerre indirecte par l'entremise des forces sud-vietnamiennes, où le rôle des États-Unis se limiterait tactiquement à fournir un appui aérien et logistique. En fait, je pense que le général Westmoreland était encore un peu l'héritier de cette pensée conceptuelle de la Seconde Guerre mondiale, qui était l'une des dernières guerres de l'histoire récente à avoir de grandes armées en bataille rangée. Mais au contraire, Westmoreland avait voulu livrer, comme je le disais, une bataille rangée classique, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, ou même comme celle de la guerre de Corée, bien que l'histoire dira par la suite que l'histoire avec un H majuscule, dira par la suite que sa stratégie de chercher à détruire à tout prix l'ennemi s'avéra un échec. La stratégie de Westmoreland n'a pas pu réussir, je vous dirais, parce que, également, les forces communistes furent généralement capables d'éviter les batailles rangées qui étaient perdues d'avance pour eux. Et c'est un phénomène classique de la guerre des guérillas, en fait, quand vous avez une grande puissance militaire versus un ennemi moins bien structuré, cet ennemi-là va généralement chercher à éviter les batailles rangées. En fait, dans le cas qui nous intéresse, les forces communistes vont préférer livrer bataille à leurs conditions, sachant pertinemment que les Américains ne disposaient jamais d'effectifs suffisants pour tenir tous les objectifs simultanément une fois qu'ils avaient capturé ces derniers. Et sur ce dernier point, justement, eh bien, le général Westmoreland savait aussi qu'il ne possédait pas les effectifs militaires nécessaires pour contrôler le pays. Mais cela ne l'avait pas inquiété outre mesure parce que son but, conformément à sa stratégie d'usure, cette stratégie d'usure westmorelandienne, si je pourrais l'appeler, était d'infliger le plus de pertes possible à l'ennemi au Sud-Vietnam, ce qui amènerait, toujours dans l'esprit de Westmoreland, le gouvernement d'Hanoï à cesser d'appuyer l'insurrection au Sud. Et de cette intention sortie de la bouche de Westmoreland, l'une des expressions les plus controversées, je vous dirais, et des plus macabres de la guerre moderne, soit celle du body count, qui est celle du décompte des morts. Donc, c'est une guerre d'usure. En clair, cela se traduisait par l'établissement d'un système compétitif informel où chaque perte subie par l'ennemi serait comptabilisée. Et ce vicieux système compétitif entre les unités américaines mena à des abus. Le plus notoire d'entre eux fut, je pense, le massacre de My Lai, daté du 16 mars 1968, dans lequel des soldats américains assassinèrent entre, selon les sources, 175 et 400 civils sans défense. Bref, cette escalade de la violence se refléta par des chiffres tangibles au moment du changement de cap imposé par Westmoreland lors de cette année charnière de 1966.
Cette année-là, le MACV qu'il dirigeait va organiser 18 opérations militaires majeures, chacune comptabilisant au moins 500 soldats communistes abattus, ce qui fait dire à Westmoreland que ses forces avaient éliminé environ 50 000 communistes pour la seule année de 1966. Et qu'importe les chiffres, je vous dirais, la République démocratique du Vietnam va continuer d'envoyer des hommes au sud. En fait, au début de 1967, son armée, la RVN, va aligner à peu près 625 000 soldats et les Américains à peu près 400 000 face aux 300 000 combattants présumés du Viet Cong et de l'APV. Alors, nous étions bien loin du ratio de 1 contre 10, fixé comme condition essentielle par Westmoreland afin de remporter la lutte contre la guérilla. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi dans un autre ordre d'idées, mesdames et messieurs? Notez également que le bombardement américain du Nord-Vietnam, qui était c'était une opération distincte de la guerre terrestre qui était menée au sud. Et ce bombardement-là va se poursuivre. Cette guerre aérienne fut dirigée par Washington et c'est Washington qui décidait des cibles à frapper. Le bombardement eut comme conséquence, je pense, et ça va peut-être vous étonner, ça va peut-être vous faire sourire, l'amélioration du moral des forces alliées au Sud-Vietnam et les communistes eurent davantage de difficultés à acheminer leurs renforts et leur ravitaillement sur la ligne de front. Par contre, cette même campagne de bombardement eut pour effet d'intensifier, et c'est là que je voulais en venir, en fait, d'intensifier la résistance nord-vietnamienne et il devint l'une des principales sources de débat et de dissidence aux États-Unis. Notons à cet égard que lors de la guerre du Vietnam, à elle seule, les États-Unis avaient lâché plus de monde que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et ce ne fut finalement qu'au début de 1968 que l'intensité du bombardement diminua pour cesser à la fin de l'année dans le contexte d'une nouvelle campagne présidentielle américaine. Ça, c'est un élément important aussi à considérer. Mais pour les États-Unis, il est convenu, je pense, de nos jours que la guerre du Vietnam fut parmi l'une des plus mal gérées, des plus mal administrées. À contrario de certains conflits passés, rappelons que le président Johnson refusa de mobiliser toutes les ressources militaires du pays pour livrer ce qu'on appellerait conventionnellement une guerre de type total. Par exemple, Johnson ne fit pas appel à la garde nationale, ni ne déclara d'état d'urgence, si bien que le séjour d'une année en théâtre d'opération demeura la norme pour les volontaires américains. Alors, contrairement à certaines guerres du passé, donc, les volontaires américains ne s'enrôlaient pas nécessairement pour la durée de la guerre, mais pour un contrat déterminé d'une durée de 12 mois. Et par ailleurs, je vous dirais que si on peut faire un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale avait vu des soldats américains recevoir leurs instructions militaires ensemble. Ces soldats-là combattaient par la suite ensemble et, à la limite, ils étaient démobilisés ensemble. Mais au Vietnam, une vingtaine d'années plus tard, les soldats furent certes des camarades, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on sentit néanmoins une certaine forme d'individualisme poindre. En d'autres circonstances, eh bien, l'appareil militaire américain fut affecté par des problèmes où les soldats eurent une certaine part de responsabilité. Et je m'explique là-dessus, c'est que, à titre d'exemple, les énergies dépensées pour l'amélioration du confort du soldat diminuèrent sa robustesse et sa combativité, tout en enlevant du personnel de la ligne de front afin d'administrer les installations logistiques conséquentes. Et un autre problème de taille, mesdames et messieurs, fut celui de la durée du service au front des officiers, qui ne fut pas plus de 6 mois. Et non sans surprise, cette situation-là va affecter la qualité de l'encadrement de la troupe, sans oublier qu'elle mina le moral des soldats. Alors, imaginez-vous, les soldats restaient au front 12 mois, 1 an, et leurs officiers 6 mois. Alors, déjà en partant, il ne faut pas généraliser, mais c'est un phénomène qui s'est observé et ça affecte évidemment la qualité combative des troupes, sans parler du moral. Alors voilà, donc nous sommes maintenant au tournant de 1967-1968.
Et c'est ce qui m'amène, mesdames et messieurs, à vous parler maintenant de l'offensive du Tet, qui est un peu le coup de dé des forces communistes. Pendant ce temps, donc, du côté du gouvernement d'Hanoï, au Nord-Vietnam, il avait fallu prendre des décisions. Considérant que le bilan catastrophique des pertes enregistrées depuis quelques années, bien, certains dirigeants d'Hanoï reconsidéraient la possibilité de s'en tenir uniquement à une guerre de guérilla, mais Hanoï décida de maintenir le cap et d'y aller avec une nouvelle offensive d'envergure et à outrance. Du même coup, eh bien, le général Giap, qui commandait les forces nord-vietnamiennes, eh bien, le général Giap prépara des plans d'offensive consistant en une série d'attaques périphériques visant à attirer, puis surtout à fixer sur le terrain les forces américaines, dont une partie de ce plan reposa sur la montée en puissance des forces communistes autour de la fameuse base militaire de Khe Sanh en 1967, qui se trouvait à peu près dans la zone démilitarisée du 17e parallèle. Et cette bataille-là de Khe Sanh, elle est en soi fort intéressante. C'est un cas école, je vous dirais. C'est une bataille qui va débuter, une bataille siège en fait, qui va débuter le 21 janvier 1968 et elle fit rage pendant 77 jours, laissant peu de place, laissant ou à peu près aucun répit aux 6000 Marines chargés de défendre la place. Alors, il y a bien des vétérans américains qui pourraient vous en parler encore au moment de l'enregistrement. Ce fut une bataille et un siège terrible que celui de Khe Sanh. Et ultimement, eh bien, les forces américaines parvinrent à lever le siège, mais elles durent abandonner la base peu de temps après. Et d'ailleurs, la bataille de Khe Sanh suscite certains débats au sein de la communauté historienne, dans la mesure où l'initiative du général Giap demeure somme toute incomprise. Lui qui cherchait d'ordinaire à éviter de longues batailles rangées selon le principe connu qu'on appelle en stratégie militaire, qui est celui de l'économie des forces. Mais par contre, toujours avec le recul, on se rend compte que ce dossier-là de Khe Sanh, rappelez-vous, ce dossier-là qui est important dans la guerre du Vietnam au tournant de 1967-68, occupa grandement l'attention des Américains au début de 68 et de l'opinion publique, ce qui permit au général nord-vietnamien Giap de dégager une certaine marge de manœuvre lui permettant de livrer d'autres opérations au Vietnam à ces conditions. Giap et son gouvernement à Hanoï crurent que comment je pourrais vous dire ça, que le maintien de la pression au sud-Vietnam amènerait le peuple à se soulever à son tour et renverser le gouvernement de Saigon, ce qui engendrait le retrait des forces américaines. Et cette nouvelle stratégie giapienne, si je peux dire, fut donc d'attaquer les villes du sud-Vietnam, tandis que les États-Unis avaient leur attention toujours fixée sur le sempiternel 17e parallèle. Autrement dit, de créer une espèce de mur alors qu'on se battait déjà derrière eux. Et cette stratégie fut connue par la suite comme étant l'offensive du Tet, étant donné qu'elle fut déclenchée, comme on se rappelle, à la fin janvier de 1968, durant le Tet, qui correspond généralement à la même date que le début du Nouvel An chinois, selon un calendrier de type lunisolaire. Et encore une fois, eh bien, le MACV sous-estima l'ampleur et surtout l'heure de l'offensive de Giap. Les dirigeants du MACV et ceux de la République du Vietnam du Sud étaient persuadés que les communistes n'oseraient jamais attaquer lors de cette importante fête, de peur justement de se mettre à dos l'opinion publique au Sud. Mais concrètement, et en tout respect pour les coutumes vietnamiennes, le général Westmoreland ne pouvait pas rester les bras croisés à ne rien faire, surtout lorsque des rapports émanant de diverses sources attestèrent d'une offensive majeure et imminente, mesdames et messieurs. Et dans une prise de décision critique, eh bien, le général Westmoreland va consentir à ce que l'on transfère 15 bataillons d'infanterie de la force du Cambodge vers Saigon, qui était une manœuvre qui permit probablement de sauver la capitale, du moins temporairement. Et heureusement pour les Américains, dans les circonstances, eh bien, les mauvaises communications et une planification sommaire de l'offensive ont affecté la coordination de l'offensive communiste. Et en effet, si toutes les batailles avaient débuté la première nuit comme prévu, eh bien, l'issue aurait pu être différente, mais l'un des assauts du Tet
avait commencé une journée avant la date prévue, ce qui avait évidemment alerté les Alliés. Et de son côté, toujours, le général Giap avait, je pense, sous-estimé la force combative de ses propres troupes qui livrèrent des assauts d'une agressivité sans commune mesure, comme il n'avait pu évaluer justement le sentiment du peuple au Sud-Vietnam qui fut loin de se bousculer pour appuyer le Viet Cong, contrairement à ce qu'avaient anticipé les dirigeants communistes. Et la plus grande des batailles de l'offensive du Tet eut lieu, je pense, pour le contrôle de l'ancienne capitale impériale de Hue, qui fut à moitié détruite. Bien que les combats ultérieurs dans le district chinois de Saigon furent des plus violents, sans compter le déchaînement de violence contre la population civile qui fit des milliers de morts sommairement exécutés. En fait, j'en parle pas beaucoup dans mon exposé de la dimension civile du conflit, m'intéressant surtout aux aspects militaires, mais il faut pas oublier quand même que des millions de Vietnamiens sont morts lors de cette cruelle décennie d'hostilité. D'un strict point de vue militaire, bref, la stratégie de Hanoï va échouer, et les Alliés furent en effet capables de déplacer leurs réserves là où les demandes étaient les plus pressantes. Et ces forces alliées purent tenir tête aux quelques 85 000 combattants du Viet Cong et de l'APV qui avaient en effet pris part à l'offensive du Tet, dont plus de la moitié de ces derniers furent tués ou capturés. Autrement dit, le Tet fut l'offensive la plus désastreuse de toute la guerre livrée par le camp communiste. Et paradoxalement, eh bien, le Tet fut aussi la plus éclatante victoire, une victoire héritée d'un étrange concours de circonstances. Mais si vous me permettez, si on remonte quelques mois auparavant, à la fin de 1967, rappelons que le général Westmoreland était retourné à Washington et il avait dit au président et à la nation que la guerre au Vietnam était bien sûr sur le point d'être remportée. Et désillusionnés, bien, plusieurs Américains prirent ouvertement position contre la guerre. Et soumis à d'intenses pressions politiques, eh bien, le président Johnson commença un processus que l'on pourrait appeler de désescalade de la guerre. Et comme mentionné plus tôt, bien, Johnson ordonna un ralentissement des bombardements au Nord-Vietnam et il prit la décision de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ce qui était peut-être une sage décision, mais en même temps, c'est facile de juger. Nous sommes des décennies après. Toujours est-il que la dislocation progressive du front intérieur américain put apparaître comme un baume pour le gouvernement d'Hanoï parce que, tout compte fait, le Viet Cong avait été anéanti, laissant l'APV porter sur ses propres épaules le poids de la lutte. Donc, l'allié communiste au Sud-Vietnam, le Viet Cong, n'est plus ou moins en état de combattre et l'armée populaire du Vietnam au nord doit porter à elle seule le poids de la lutte désormais. Mais toujours déterminé, évidemment, le gouvernement d'Hanoï va maintenir la pression et durant les 6 premiers mois de 1968, eh bien, les communistes vont souffrir encore de la perte de 100 000 soldats tués contre à peu près 20 000 soldats des Alliés tués pour la même période. Alors, vous avez toujours un ratio de perte nettement qui désavantageait nettement les forces communistes. Nous sommes ici, cette fois-là, dans un ratio de 1 contre 5 favorable aux Alliés, mais par contre, nous sommes loin du ratio de 1 pour 10 qui avait été escompté par le général Westmoreland. Mais néanmoins, à la fin de l'année de 1968, eh bien, chaque camp s'était donné rendez-vous à Paris, en France, dans le but d'entamer des négociations. Et c'est ce qui m'amène maintenant à vous parler du volet suivant, qui est qui va porter sur l'éventuel retrait américain et de ce qu'on appellera par la suite la vietnamisation du conflit. Et là, je vous le situerai, mesdames et messieurs, dans les années allant de 1969 à 1972. Évidemment, aux États-Unis, le nouveau président américain, Richard Nixon, fait face à un désillusionnement massif, notamment au niveau non seulement de son appareil militaire et gouvernemental, mais peut-être pire encore au niveau de l'opinion publique. Lorsqu'il prend le bureau de la Maison-Blanche au mois de janvier de 1969. N'ayant pas de plan précis pour mettre un terme aux hostilités, Nixon avait poursuivi la politique de vietnamisation de son prédécesseur. En clair, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? La vietnamisation de la guerre du Vietnam signifiait que les Américains laisseraient une plus grande part de la direction de la guerre à leurs alliés sud-vietnamiens, tout simplement. Et ironiquement, eh bien, et dans le but d'assurer
une certaine cote de popularité, Nixon avait ordonné le rapatriement d'une partie du contingent américain, balançant ainsi par-dessus bord ses chances d'imposer sa volonté lors des négociations de paix. Ça, je pense que Nixon le savait, ou du moins il se l'est fait dire assez brutalement par la suite. Mais le contingent américain au Vietnam, au début de 1969, va atteindre un nouveau sommet, celui de 550 000 soldats. Et ce nombre va chuter à 475 000 à la fin de la même année, de 1969, et il va passer à 335 000 au début de 1970 et à un peu moins de 160 000 à la fin de 1971. Alors, vous comprenez cette vietnamisation du conflit, eh bien, je viens de vous la traduire en chiffres militaires. Et dans son repli ordonné, eh bien, l'armée américaine avait cédé à son partenaire militaire sud-vietnamien une large partie de ses équipements, incluant 1 million de fusils d'assaut de type M16 et un nombre suffisant d'avions pour faire de l'armée de l'air sud-vietnamienne la quatrième plus puissante au monde à l'époque. Mais, et de plus, je pourrais vous dire que les conseillers militaires qui dataient de l'époque d'Eisenhower, si on veut, vont rester sur place, sur le terrain, pour la poursuite de l'entraînement des soldats sud-vietnamiens, malgré que les vieux problèmes de corruption et d'absence de leadership vont toujours continuer à menacer la combativité de l'ARVN, l'armée sud-vietnamienne. Et comparativement à 1968, avec l'offensive Thu Tet, je vous dirais, mesdames et messieurs, que l'année 1969 a paru un peu plus calme parce que les forces communistes décidèrent de rester dans leur sanctuaire, soit au Nord-Vietnam, au Laos et, il ne faut pas oublier aussi, au Cambodge. Et considérant que le haut commandement américain souhaitait attaquer ces sanctuaires, le président Nixon autorisa l'opération Menu en mars 1969, soit le bombardement secret par des B-52 de ces zones que l'on pourrait qualifier de refuge, de ces zones militaro-sanctuaires. Et un an plus tard, en 1970, eh bien, il y avait au Cambodge un prince nommé Norodom Sihanouk, qui était un partisan de la neutralité, bien qu'il acceptât tacitement la présence des forces communistes dans les provinces à l'est de son pays. Mais toujours est-il que le prince Sihanouk fut expulsé du trône lors d'un coup d'État dirigé par le ministre de la Défense, qui était un pro-américain, Lon Nol. Et cet incident donna à Nixon, vous l'aurez compris sans doute, une marge de manœuvre supplémentaire pour commencer en avril de 1971 des opérations terrestres contre les sanctuaires cambodgiens. Et ces opérations transfrontalières, conjointement dirigées par les forces américaines et sud-vietnamiennes, furent connues sous le nom d'incursions cambodgiennes. Alors, le début de 1971, dans le contexte, dans le grand livre de la guerre du Vietnam, et l'épisode et l'année de ces fameuses incursions cambodgiennes. Et le résultat de ces opérations, je pense, résida en la destruction d'imposantes quantités d'armes appartenant aux communistes, avec comme fâcheuse conséquence que l'extension du front ne fit qu'accentuer l'opposition à la guerre aux États-Unis. Et non sans surprise, l'invasion du Cambodge renforça l'appui à l'insurrection communiste locale, qui était dans ce cas-ci les terribles Khmers rouges. Et je reviens en 1970, tout simplement, mesdames et messieurs, pour vous dire que cette année-là fut beaucoup plus tranquille, en fait, sur le terrain, même si certaines opérations se poursuivirent pour apporter des correctifs, somme toute mineurs, à la ligne de front. Et Nixon maintint cette politique-là de vietnamisation du conflit, mais il n'a pas pu atteindre, je vous dirais, son objectif de poursuite soutenue des négociations de la paix. Et pendant ce temps, eh bien, l'APV, rappelez-vous, qui est l'armée populaire vietnamienne, celle du Nord-Vietnam, profita de l'année 1970 pour souffler, pour refaire ses forces, pour refaire ses caches d'armes et aussi mieux structurer son organisation au Laos. Et là, l'année 70 s'achève et le début de l'année 1971 fut marqué cette fois par l'autorisation donnée par Nixon d'exécuter l'opération qu'on appellera Lam Son 719, qui était en fait une incursion des troupes de l'armée sud-vietnamienne au sud du Laos, malgré que l'interdiction de séjour de conseillers militaires américains au Laos ait nui à la qualité de l'appui aérien fourni,
puisque les objectifs furent difficilement identifiables. Mais néanmoins, chaque camp au Laos avait clamé la victoire, mais l'armée sud-vietnamienne avait subi de lourdes pertes et finalement, elle a dû rentrer dans ses terres. Et je vous dirais que le seul effet bénéfique de cette opération-là, qu'on appellera Lam Song 719, fut d'avoir retardé une invasion communiste du Vietnam pour 1971, bien que ce délai fût lourdement payé. Et là, je vous transporte, mesdames et messieurs, à l'année suivante, en 1972, où le gouvernement d'Hanoï va y aller d'une offensive conventionnelle à 3 volets, à 3 étapes, au sud-Vietnam, incluant une frappe directe contre la fameuse zone démilitarisée. Le général Giap, rappelez-vous, qui commande les forces nord-vietnamiennes, vise encore une fois, un peu comme le Tet en 68, à une victoire militaire complète. Et cette fois, bien, Giap réalise qu'une victoire de moindre ampleur, entraînant des défaites locales de l'armée sud-vietnamienne et jetant du discrédit sur la politique américaine de vietnamisation serait tout aussi acceptable. Et sur le front, bien, Giap disposait grosso modo d'une douzaine de divisions d'infanterie bien entraînées en prévision de l'assaut. Et étant donné que les États-Unis n'envahirent pas le Nord-Vietnam, comme on se rappellera, et que le Sud-Vietnam militairement ne pouvait pas, bien, le général communiste Giap va se payer, imaginez-vous, le luxe de ne laisser qu'une seule division d'infanterie au Nord-Vietnam et 2 seulement au Laos, ce qui lui permettait de protéger les flancs de ce vaste front. Et en plus, le général communiste put compter sur l'appui des Soviétiques et des Chinois qui consentirent à lui fournir l'artillerie lourde et les chars nécessaires à son offensive. Donc, autrement dit, juste pour foncer directement au Vietnam à partir du Nord-Vietnam, tenez-vous bien, le général Giap dispose de 9 divisions d'infanterie parfaitement équipées, entraînées, et il n'a pas à se casser la tête sur la protection de ses flancs, ce qui est déjà un souci de moins pour quiconque commande une armée. Et en plus, il a l'appui des équipements lourds soviétiques et chinois. Il ne pouvait pas demander mieux, autrement dit. Et cette nouvelle invasion-là va débuter à Pâques, en fait, le 29 mars 1972, et elle fut d'une ampleur, encore une fois, insoupçonnée. Et au départ, eh bien, l'armée populaire du Vietnam de Giap va prendre le dessus en capturant certaines localités importantes comme Quang Tri City, le 1er mai. Et de fortes précipitations, donc de fortes pluies, ont quand même réduit l'efficacité du soutien aérien américain, mais le président Nixon autorisa des frappes au nord-Vietnam, incluant des raids à Haiphong et ses installations minières et portuaires. Et cette nouvelle campagne aérienne, en réponse à l'offensive de Giap, fut un succès, dans la mesure où cette opération surnommée Linebacker rompit les lignes de communication et de ravitaillement nécessaires à l'APV dans la poursuite d'opérations conventionnelles demandant de grandes quantités de munitions et de carburant. Maintenant, donc, nous sommes au début du mois de mai 1972 et cette offensive nord-vietnamienne, comme toute offensive qui se respecte, commence à s'essouffler, si bien que l'armée sud-vietnamienne reprit l'initiative et elle contre-attaqua au mois de juin et juillet suivants. Et comme toujours, eh bien, les pertes dans les rangs communistes furent effarantes, voire effrayantes. Environ 100 000 soldats furent tués contre 25 000 pour l'armée sud-vietnamienne. Et cela dit, bien, le gouvernement d'Hanoï dut se résoudre à retourner à la table des négociations. Et les Nord-Vietnamiens le firent sous la pression cette fois des Soviétiques et des Chinois qui cherchèrent à améliorer leurs relations avec les États-Unis dans le but de sécuriser des ententes leur permettant d'avoir accès à certaines technologies. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, on se situe à l'époque, encore une fois, où le président Nixon notamment tente plus particulièrement de normaliser et d'établir, non pas de normaliser, d'établir carrément des relations diplomatiques avec la Chine. Et même chez nous, au Canada, le premier ministre d'époque, le libéral Pierre Elliott Trudeau, tentait de faire la même chose à la même époque avec la Chine. Et de ce côté, donc, le président Nixon insista d'abord, tout ça pour dire qu'il avait insisté pour le règlement politique de la situation au Vietnam. Ce qui m'emmène donc, mesdames et messieurs, puisqu'il faut terminer, ça m'amène à y aller vers la conclusion. Je vais quand même étirer ma conclusion un peu, mais c'est juste pour bien mettre les choses en place sur cette guerre que fut le Vietnam. Et je vais conclure par ce dernier bloc
qui part des années 1972 jusqu'à la fin des hostilités en 1975 et qui traite de la négociation de la paix jusqu'à la chute de Saigon, qui était la capitale du Sud-Vietnam. Les négociations de paix se poursuivent de l'été jusqu'à vers le mois de décembre de 1972. Et ces négociations-là, en fait, comment je pourrais vous dire, les négociations se poursuivent jusqu'en décembre 1972, moment où un arrangement sembla avoir été finalement conclu. À ce moment, mesdames et messieurs, le président de la République du Vietnam, qui était, rappelez-vous, Nguyen Van Thieu, fit un pas en arrière et refusa d'apposer sa signature sur le document du traité de paix parce qu'il prétextait que l'accord maintenait sur place des forces communistes au Sud-Vietnam. Et Nixon insista de son côté pour que Hanoï retourne à la table des négociations. Pour leur part, les Nord-Vietnamiens refusèrent et ils rendirent publics les détails des négociations. Furieux, vous l'aurez compris, le président américain ordonnant un renouvellement de la campagne aérienne du bombardement du Nord-Vietnam, qui cette fois-ci avait pour nom de code Linebacker 2. Et en opération pendant la période de Noël, eh bien, les bombardiers B-52 lâchèrent leur cargaison mortelle sur le Nord-Vietnam, incluant leur capitale. Et 15 appareils furent abattus, mais avec sa défense antiaérienne détruite, Hanoï consentit à quelques arrangements d'ordre cosmétique à l'accord, si bien que Nixon ordonna un arrêt des bombardements 11 jours après leur déclenchement. Et de par une mise à jour de l'accord entériné le 23 janvier 1973, eh bien, les États-Unis consentirent à évacuer le Vietnam et, en retour, Hanoï relâcherait les prisonniers de guerre américains qu'il détenait, incluant les pilotes. Mais dans les faits, ce qu'on appela les accords de Paris ne constitua qu'une trêve. En fait, les combats reprirent peu de temps après dans ce qui est souvent identifié comme étant une troisième guerre du Vietnam. En fait, en janvier de 1975, l'armée populaire du Nord-Vietnam va attaquer puis s'emparer de Phuoc Long, qui est en fait une province frontalière cambodgienne située non loin de Saigon. Et les Américains ne réagirent pas dans la mesure où Washington avait décidé de couper son assistance à la République du Vietnam. Et le nouveau président Gerald Ford, qui avait entre-temps été élu, demanda au Congrès que des mesures d'assistance soient votées, mais ce dernier s'y opposa. Et c'en était fait donc du Sud-Vietnam. Et la région centrale stratégique qu'on appelait Ban Me Thuot tomba au début de mars 1975, ce qui ne fut qu'accélérer la déconfiture de la République du Vietnam. Et toujours à la mi-mars 1975, eh bien, le président sud-vietnamien Thieu prit une décision précipitée, soit celle d'abandonner la partie nord de son pays. Et ce repli se transforma rapidement en déroute du côté de son armée. Et 6 semaines plus tard, on s'en va vers l'été 1975, eh bien, les forces communistes contrôlèrent la presque totalité du Sud-Vietnam. Et le président Thieu va être contraint de démissionner et un nouveau gouvernement tenta de négocier avec Hanoï, mais les communistes demandèrent une capitulation complète et sans condition du Sud-Vietnam. En fait, la capitale Saigon tomba le 30 avril 1975. En fait, c'est l'anniversaire qu'on a commémoré au début de l'année 2015, justement le 40e anniversaire de cette chute-là. Et les communistes contrôlèrent tout le Vietnam, de même que le Laos et le Cambodge. Et la guerre du Vietnam se termina donc officiellement en 1975, après 30 années presque interrompues d'affrontements depuis le départ de l'occupant japonais. Et ici, je vous présente mon chat Pompadour, qui est un grand fan d'histoire militaire et plus particulièrement de la guerre du Vietnam. Hein, mon bébé, on explique l'histoire aux gens? OK, parfait. Bon. Bref, attention, restez ici, c'est ça. OK. Les estimations des pertes subies de part et d'autre pendant la guerre du Vietnam ont varié selon les sources. Jusqu'à la fin de son existence, en 1975, en fait, l'armée de la République du Vietnam Sud perdit au moins 110 000 soldats tués au combat et près de 500 000 autres blessés, imaginez-vous. Et du côté des pertes civiles, eh bien, le bilan, je pense, est plus difficile à établir parce qu'il varie d'un plancher de 415 000 personnes jusqu'à un plafond avoisinant les 2 millions d'individus. Et du côté communiste, les pertes semblèrent une fois de plus difficiles à établir, sauf qu'en 1995, le gouvernement d'Hanoï
avait annoncé qu'entre 1954 et 1975, à peu près 1 100 000 soldats communistes étaient morts au combat, en plus de 600 000 autres qui avaient été blessés. Et ces chiffres incluraient donc les militaires du Viet Cong et ceux de l'armée populaire du Vietnam du Nord. Et finalement, les États-Unis vont se retirer du Vietnam avec un bilan d'un peu plus de 46 000 soldats tués au combat. D'aucuns diront que ce chiffre pourrait monter facilement à 50 000 et près de 11 000 autres décédés dans d'autres circonstances, en plus de 153 000 blessés et 10 000 soldats faits prisonniers ou portés disparus. Et notons que parmi les pays qui combattirent aux côtés des États-Unis, je terminerai là-dessus, mesdames et messieurs, mon cours d'aujourd'hui, parmi les pays qui combattirent aux côtés des États-Unis au Sud-Vietnam, eh bien, la Corée du Sud eut à peu près 4 500 soldats tués, l'Australie à peu près 420 pour environ 2 400 blessés, et la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande respectivement, avec un peu plus de 350 soldats tués et blessés en action, et la Nouvelle-Zélande à peu près 80. Alors, vous voyez un peu, mesdames et messieurs, ce fut mon tour d'horizon des événements liés à la guerre du Vietnam. J'espère que vous avez apprécié ce parcours bref et je vous souhaite bonne journée et on se revoit une prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien. Merci et on dit au revoir aux gens, Papado. OK, on a fini le Vietnam aujourd'hui et on va revoir les gens une prochaine fois. OK, au revoir.